J'ai choisi un sujet au fait qui n'est pas très musique, bien qu'il s'agisse d'un compositeur, mais je vais plutôt parler sur l'acte artistique en général, parce que ce que disait Stockhausen et aussi sur mon analyse de ses propos, ça relève plutôt de l'acte artistique dans un sens beaucoup plus large que juste la musique. Il y a néanmoins à la fin quand même encore un petit vidéoclip avec de la musique, mais donc ce sont d'abord des réflexions sur cette interview qui est donc déjà une réflexion sur les événements du 11 septembre. Donc je représente ici le groupe de travail Les Traces. Vous savez ici notre logo qui est un acronyme pour Laboratoire des études sur trauma, art, commémoration, engagement, sang, et qui s'inscrit dans cet axe groupe de recherche mémoire et temporalité qui est dirigé par Martha Grabotz et moi-même. Ce groupe, Les Traces, donc, c'est le fruit des réflexions entre Isabelle Rec, qui est ici présente, et moi-même. Isabelle, qui est professeure émérite de littérature espagnole et qui est spécialiste du théâtre espagnol. Donc vous voyez déjà, nous sommes un groupe tout à fait pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Nous avons entamé une réflexion portant sur le rôle de la mémoire pour l'acte artistique, le mémoire qui s'inscrit forcément dans une temporalité, celle de l'individu, donc l'artiste, l'interprète, le lecteur-auditeur, et celle d'une collectivité, un groupe, la société, l'humanité, si vous voulez. La mémoire assume donc le rôle de ce que j'appelle de caisse de résonance, si vous me permettez cette métaphore musicale, qui rend le souvenir audible, un autre terme, qui fait émerger le sens. Contrairement à un objet non artistique, un objet quelconque de la vie ordinaire qui a une fonction et une signification, l'objet artistique n'a ni l'une ni l'autre. Sa raison d'être est de faire émerger le sens, pas la signification. Et ce n'est possible grâce à la mémoire individuelle et collective qui résonne par de l'œuvre. Donc un objet tombé du ciel n'aura a priori pas de sens, sauf éventuellement d'exprimer l'étrangeté qui résulte du fait de l'absence de mémoire et de temporalité. Mais ce type d'expérience est probablement plus d'ordre transcendant qu'esthétique. Je rappelle ici d'ailleurs la très célèbre scène du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, où effectivement les humains préhistoriques s'extasient devant un monolithe noir, apparemment venu de l'espace, un objet extraterrestre. Mais revenons sur Terre. Avant de comprendre, il y a toujours déjà une compréhension préalable. Un Vorverständnis, comme le dit le philosophe Hans-Georg Gadamer. Prenons un exemple d'un artiste qui utiliserait de nos jours, dans une installation par exemple, cette horrible phrase de Arbeit macht frei, le travail rend libre. Il doit donc compter sur la mémoire collective qu'il partage avec les spectateurs et qui reconnaissent l'écriteau sur la porte-entrée du camp d'Auschwitz et qui connaissent son usage dédaigneux et cynique par les nazis. D'autre côté, un individu pourra se connecter à une émotion exprimée par une œuvre musicale, par exemple, parce qu'il a précisément fait cette même expérience. Donc joie, douleur, perte, extase, etc. Ici et là,
La mémoire fonctionne comme une caisse de résonance. C'est bien ça, j'ai besoin. C'est ça qu'ici. Merci. Donc l'œuvre est donc cette caisse de résonance par rapport à l'émergence du sens. L'œuvre d'art est donc sans doute cette fameuse machine à produire du sens, dont on a parlé notamment Umberto Eco, mais c'est une machine qui ne produit pas ex nihilo et surtout pas sans limite. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, vous l'avez reconnu, le titre d'un ouvrage d'Umberto Eco, l'opera aperta, exactement, donc l'œuvre ouverte. Pourtant, la mémoire est ambiguë. Si elle permet, voire conditionne l'émergence du sens, elle fait également apparaître ce qui devrait rester inaccessible. La mémoire découvre. Nous sommes ici dans le domaine du refoulé et du trauma. Le trauma est une blessure douloureuse et souvent dangereuse dont l'individu ainsi que le collectif se protègent par le biais de l'oubli. Fouiller dans les eaux troubles de la mémoire risque de faire mal. Mais les effets du refoulé sont pour le plus souvent encore plus douloureux. L'œuvre d'art fait résonner la mémoire aussi pour permettre au refoulé d'émerger, de produire une catharsis et une guérison, peut-être. Vous voyez, c'est un peu ce que nous faisons ensemble dans notre groupe, ces deux aspects mémoriels et donc aussi cathartiques d'une certaine manière pour guérir. Alors maintenant on va voir, voilà. La première rencontre de notre groupe de travail, désolé, je vais, avant d'entrer dans le sujet, planter un peu le décor et nous montrer un peu ce qui sont nos préoccupations, et après je vais assez rapidement donc présenter le cas Stockhausen. Donc la première rencontre de notre groupe Les Traces était une journée d'études qui a eu lieu en novembre 2021, consacrée à, vous l'avez ici, silence, son et langage, expérience et esthétisation de la violence organisée au XXe et XXIe siècle. Il y avait 6 intervenants de France et de l'étranger qui ont abordé les questions liées à la présence et absence du sonore, donc bruit, voix, musique, langage, silence, dans des moments de violence organisée. Donc la Shoah avec les camps, la torture donc en Amérique latine, les massacres au Mexique, le terrorisme, la bombe atomique, voilà. Et puis, donc ça c'est une annonce déjà, nous organiserons donc prochainement les 13 et 14 octobre 2022, donc dans 3 semaines et demie, une deuxième rencontre, donc un colloque de 2 jours intitulé l'essence, ou donc le sens, l'essence, mais aussi l'essence, L''ES, de l'engagement dans les arts de la scène, cinéma, musique, littérature, et nous nous concentrons ici au XXIe siècle, donc à des cas beaucoup plus récents. Nous sommes 14 intervenants, de nouveau des chercheurs français et étrangers, et donc les thèmes sont très très variés. Nous avons beaucoup du théâtre aussi, nous avons la musique, la muséologie, donc la façon comme cette mémoire est présentée dans les musées, etc. Donc on va encore faire de la pub, mais je vous invite déjà d'être avec nous et de réfléchir, de débattre à ce colloque. Donc l'intérêt de notre groupe Les Traces s'inscrit dans des recherches qui sont menées aussi ailleurs, en France
et à l'étranger. Je vais juste vous signaler quelques autres groupes qui travaillent sur ces questions. Il y avait donc, après les attentats au Bataclan, le chercheur Luis Velasco Puflo qui a publié un article sur les expériences sonores des rescapés du massacre. Et le même Puflo, donc avec Laetitia Atlani Duo, a publié donc l'ouvrage que vous avez ici sur lieu de mémoire sonore, des sons pour survivre, des sons pour tuer. Et encore cet ouvrage-là qui est paru en 2022, donc tout récent, dirigé par Muriel Joubert et Denis Le Touzé, La violence en musique, qui est un ouvrage avec beaucoup d'articles qui recouvrent donc géographiquement mais aussi thématiquement donc un champ très très large, hein. Ça commence je crois à Lars Nova, hein, donc et va jusqu'à Jim Morrison, hein. Donc c'est à la fois intéressant d'avoir cette ouverture, à la fois problématique, puisqu'il y a un certain risque de s'éparpiller un peu dans des cas d'études très très différents. Mais bien sûr, c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser par un ouvrage seul. Et il y a encore un autre ouvrage collectif qui est sorti cet automne 2022, où j'avais aussi l'honneur d'y participer en tant que contributeur, les chants musicaux et sonores de la barbarie moderne. Donc c'est le résultat d'un colloque à Poitiers en 2020. C'était, je crois, encore le dernier colloque. Je suis encore juste rentré samedi pour me retrouver après chez moi. Donc c'était vraiment le dernier événement encore, donc assez signifiant de parler de la barbarie moderne à ce moment-là. C'est publié sous la direction de Cécile Aussol et Nathan Rera. Une vingtaine de contributions traitent les moments de barbarie moderne, notamment des deux guerres mondiales. Il y avait beaucoup sur les Shoah et les camps. Élise Petit, par exemple, donc, de Grenoble, qui était là, et qui aussi fait partie de notre travail. Et donc, mais il y avait aussi d'autres régimes inhumains, contemporains, la violence contre les migrants, etc. Et je rappelle, maintenant on va se rapprocher de notre sujet de Stockhausen, encore ce dernier ouvrage que vous connaissez peut-être du philosophe Lambert Dousson, Stockhausen est le 11 septembre, essai sur la musique et la violence, qui est paru en 2020, c'est quasiment 20 ans après les événements, qui est à ma connaissance l'analyse la plus poussée en langue française sur ces événements, mais bien sûr la littérature est immense sur ce sujet, surtout anglophone, pas forcément sur Stockhausen, ça aussi, mais sur l'événement du 11 septembre, vous pouvez imaginer. Je dois beaucoup à cet ouvrage de Lambert Dousson, mais ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout un résumé de son ouvrage. Je vais aller dans une autre direction. Il y a aussi, à mon avis, disons, il y a quelques points où je ne suis pas d'accord avec lui, et donc mais je vais revenir sur cette question, surtout la question du malentendu ou du mal entendu. On va encore voir ça à la fin. Voilà. Donc, on va commencer par ce que j'appelle le cas Stockhausen. J'ai choisi ce sujet, encore une fois, parce que je ne savais pas exactement de quelle composante vous serez. Donc,
comme j'ai appris, vous êtes majoritairement de la musique, mais ça ne m'empêche pas de parler de manière plus générale de l'acte artistique plutôt que juste l'acte musical. Je crois que c'est aussi, nous ne sommes plus le Gréam, nous sommes le Créa, et il faut bien le souligner. Donc ce serait certainement intéressant d'entrer en dialogue aussi avec d'autres disciplines autour de cette question. Et beaucoup ce qu'il dit, ou beaucoup ce qui s'est passé après, s'appliquerait facilement aussi sur d'autres expressions artistiques. Hein, les questions de ce que c'est une œuvre d'art, etc. Vous allez voir cela plus tard. Juste une question, est-ce que ces propos de Stockhausen, et ce que j'appelle le cas Stockhausen, est-ce que vous avez connaissance de ça, ou tout le monde? Non, c'est pas important. Je vais présenter, j'ai même un enregistrement sonore de sa voix avec traduction française. Je crois que c'est pas mal non plus de l'écouter et de pas seulement parler des transcriptions, parce que ça a été dit oralement, hein, donc mais ça va. Alors le 11 septembre 2001, je pense que ceux qui ont vécu ce moment, comme c'est le cas aussi pour moi, il y a 21 ans, se souviennent encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, où ils étaient, ce qu'ils faisaient au moment quand ils ont appris la nouvelle de l'attaque terroriste contre les tours jumelles à New York. Mais nous savons également ce qui s'est passé après ce jour qui a changé le monde, comme le disaient les médias sur un ton pathétique, la guerre contre le terrorisme déclarée par George Bush et son sinistre acolyte Donald Rumsfeld, guerre qui bafoue les lois internationales et déclenche de nouveaux attentats meurtriers, entre autres en France. Le Patriot Act, législation qui fragilisait les droits des citoyens américains et facilitait l'intervention policière et militaire en dessus de la Constitution, le mensonge des armes de destruction massive et l'invasion en Irak, la prison d'Abu Ghraib avec la torture d'État légitimée et les photos insupportables des prisonniers humiliés, la traque de Ben Laden et l'élimination des cibles terroristes par des drones téléguidés. Je peux encore continuer. Mais ça fait partie aussi, si on revisite, hein, on ne peut pas faire abstraction de tout ça, ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Pour moi aussi une question d'herméneutique finalement. Dans une interview, quelques jours après le 11 septembre, le compositeur Karl Stockhausen a déclaré que les attentats de New York seraient, je cite, la plus grande œuvre d'art qui ait été jamais réalisée. La plus grande œuvre d'art qui ait été jamais réalisée. Les propos ont suscité un tollé planétaire, suivi d'un lynchage médiatique du compositeur. Ce scandale est pour moi un cas modèle pour étudier les imbrications entre esthétique, politique et éthique. Or, dans ce vacarme quasi rituel, personne n'a songé à étudier où exactement les propos de Stockhausen déraillent sur le plan épistémologique, et encore, dans quelle mesure ces propos se révèlent prophétiques par rapport à la confusion entre la fiction de l'industrie du divertissement et la réalité des crimes. Je vais encore revenir sur ce point à la fin avec un vidéo à l'appui. Jugerez vous-même après. Avant d'analyser les propos du compositeur, je vous donnerai quelques précisions sur Stockhausen, puisque je n'étais pas sûr combien de non-musicologues il y aura dans la salle, mais ça serait très très bref. Il y a d'ailleurs en français une monographie d'Ivanka Stoyanova qui a été publiée en 2015, hein, donc sur Stockhausen.
Alors, Karl-Heinz Stockhausen figure parmi les compositeurs avant-gardistes les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Il est né en 1928 à Mödrat, près de Cologne, dans une famille de paysans. Sa mère, dépressive, est euthanasiée par les nazis et le père meurt au front en Hongrie pendant la guerre. Stockhausen intègre, après la Seconde Guerre mondiale, le conservatoire de Cologne, où il étudie le piano et la pédagogie musicale. En 1951, le jeune musicien, âgé alors de 23 ans, écrit déjà un chef-d'œuvre de la musique avant-gardiste, le Kreuzspiel, donc une composition sérielle. En fait, c'est à Paris que Stockhausen, par la musique de Messiaen, a été initié au sérialisme, à cette technique compositionnelle, vous le savez, donc, qui organise non seulement la hauteur musicale, comme le fait le dodécaphonisme, mais étend cette structuration à plusieurs paramètres musicaux. C'est pour le non-musicologue. On parle pour Stockhausen aussi de ponctualisme, donc une musique dont les structures se produisent quasiment d'un temps à l'autre sans qu'il y ait une verticalité, donc accord, et une horizontalité, mélodie. Entre 1953 et 1998, Stockhausen travaille au studio de musique électroacoustique de la radio Westdeutscher Rundfunk à Cologne. C'est à peu près l'équivalent de l'IRCAM, donc d'une certaine manière, avec les expériments sur la musique électroacoustique. Et c'est à Cologne qu'il crée en 1955 le célèbre Gesang der Jünglinge, une des premières compositions mélangeant la musique électroniquement produite à la voix humaine, donc enregistrée et transformée. C'est intéressant déjà à ce moment-là, vous voyez donc le théologien que je suis aussi par formation, donc parfois se manifeste aussi. C'est intéressant de voir que Stockhausen, déjà ici, s'intéresse aux questions de spiritualité et de transcendance. On y reviendra puisque cet aspect est aussi au centre de notre analyse sur l'acte musical par rapport aux événements du 11 septembre. Gesang der Jünglinge fait allusion à ce récit biblique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, où donc le roi de Babylone veut punir des jeunes Hébreux et les met dans une fournaise, et ils ne brûlent pas, ils ne sont pas. Ils sortent vivants, donc on entend donc une voix de jeune homme, en fait, donc je crois qu'il avait 12 ans à peu près, donc avant la nuit, et donc il y a beaucoup de Alléluia, des chants comme ça, des transformations des sons. Je trouve ça intéressant. Donc Stockhausen devient rapidement une star internationale. Il réalise, par exemple, pour l'exposition mondiale Expo 70 à Osaka, au Japon, le pavillon allemand en forme d'une sphère sonore. On a placé des haut-parleurs et donc le spectateur est au milieu du son même. Donc, je vais là aussi la présenter un peu plus tard encore. À partir de 1977, il se consacre principalement à la composition de son cycle monumental Licht, Lumière, cycle de 7 opéras qui symbolisent les 7 jours de la semaine. Là, vous avez de nouveau l'idée de la création comme la création biblique, d'une certaine manière, avec une durée de 29 heures environ. Un autre cycle sur les 24 heures d'un jour, Klang, il ne pouvait plus l'achever. Stockhausen meurt en 2007 à Kürten, aussi près de Cologne. Et il existe encore la Fondation Stockhausen, donc qui, vous le trouverez sur le web, qui gère les archives du compositeur, des partitions, esquisses, etc., et qui organise aussi des masterclass et des concerts à Kürten. Donc, au-delà de ces quelques indications biographiques, il me paraît donc important de souligner que l'œuvre de Stockhausen est toujours une recherche permanente sur l'existence humaine et sa transformation par l'acte artistique.
Hein? Donc cette performativité de la musique ou de l'acte artistique. On pourrait parler, dans l'Allemagne d'après-guerre, et on a vu tout à l'heure comment dans sa propre famille, cette guerre avait, cette idéologie nazie avait un impact direct dans sa famille. Donc dans cette Allemagne d'après-guerre, dans ce vide politique et moral, les Allemands parlent de la Stunde Null, hein, donc de l'heure zéro, hein, donc tous les compteurs étaient à zéro, hein, donc fallait reconstruire une culture, mais aussi une éthique, finalement une société de nouveau à partir de ces gravats, littéralement, dans les villes. Cologne a été, mis à part du dôme de Cologne, il y avait plus grand-chose, hein, c'était horrible. Donc les artistes dans ce vide, les écrivains, mais aussi les musiciens, prenaient donc distance de tout ce qui pourrait les compromettre avec les idéologies du passé. Hein, donc, vous connaissez ce qu'a écrit Adorno, notamment dans sa philosophie de la musique nouvelle, paru en 1949, qui a donc justement dénoncé ce sentimentalisme, ce kitsch, comme appartenant à l'idéologie bourgeoise, qui le léguera au nazisme, et nous savons bien à quel point les répertoires classiques et romantiques ont été spoliés par le Troisième Reich pour leur idéologie. Donc il fallait prendre des distances ici. Ce que fait Stockhausen avec cette musique, c'est aussi un acte artistique qui transforme d'une certaine manière l'auditeur. Mais revenons maintenant à ce 11 ou ce 16 septembre 2001. Donc rappelons brièvement ce qui s'est passé. Nous sommes 5 jours après les attentats. Gerhard Stockhausen donne le 16 septembre une conférence de presse dans un hôtel à Hambourg, sur le Alster, un hôtel très chic, avant un concert prévu le soir même dans le cadre d'un festival de musique en son honneur. Les attaques terroristes à New York, les quelques 3000 victimes, les images qui passaient en boucle sans interruption sur toutes les chaînes, tout était encore vif, alors que Stockhausen fait une déclaration. Je vous propose, parce que ce n'est pas une conférence, c'est un séminaire, on a un peu de temps, hein, donc j'imagine, d'écouter, pas tout l'interview qui dure plus longtemps, mais quelques minutes de cette interview en allemand. J'ai fait une traduction que je vais donc faire passer quasiment en sous-titres si vous voulez. Donc ceux qui comprennent l'allemand, c'est intéressant. Même si vous ne comprenez pas, c'est intéressant d'écouter sa voix, comment il parle, quand il hésite aussi. Donc tout est important. Alors j'espère maintenant que... Also was da geschehen ist natürlich, jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen, das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. Dass also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, dass Leute 10 Jahre üben, wie verrückt, total fanatisch für ein Konzert und dann sterben. Das ist das größte Kunstwerk, was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf die eine Aufführung. Und dann werden 5000 Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, also als Komponisten. Ich meine, es kann sein, dass wenn ich Freitag aus Licht aufhöre, dass da ein paar Leute im Saal sitzen,
denen das passiert, was ein alter Mann mir gesagt hat vorige Woche am Samstag nach der Aufführung. Er sagte, sagen Sie mal, 2,5 Stunden, da waren diese unglaublich tiefen Klänge, die wie Wolken über uns schwebten und sich bewegten die ganze Zeit, die segelten und dazu dann ganz schnelle Schüsse von anderen Klängen. Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Orchester? Ich sage, gar keins. Sagt er, was? Wie haben Sie es denn gemacht? Sie müssen das doch irgendwie machen. Wer spielt das? Wer hat das gesungen oder gespielt? Ich sage, niemand. Ja, wie denn? Ich sage, mit Generatoren und Synthesizer. Sagt er, was? Da brauchen wir ja gar kein Orchester mehr. Ich sage, nein. Dann lief der raus, als ob der innerlich im Geiste gestorben wäre. Ich weiß nicht, was jetzt passiert mit dem. Und es waren mehrere Damen, die dann zu mir kamen und sagten, sagen Sie mal, was haben Sie denn hier? Ich sage, das ist ein Mischpult. Ja, wie geht denn das überhaupt? Da kommt das alles raus? Ich sage, ja. Ja, haben Sie auch eine Partitur? Ja. Kann ich die mal sehen? Ja. Das sind Damen so zwischen 70 und 80 war auf einmal. Das war wahrscheinlich Abonnementspublikum fürs Bach-Festival. Die standen um mich rum. Ich sage, gucken Sie her, Sie können Noten. Ja, wir können Noten. Kann das jemand verstehen? Ich sage, ja, das kann jemand verstehen. Man muss das studieren. Das war eine Explosion wie für die Menschen in New York. Bumm! Und ich weiß nicht, ob die jetzt woanders sind, die da plötzlich so schockiert waren. Also es gibt Dinge, die gehen in meinem Kopf vor sich durch solche Erlebnisse. Ich habe Wörter benutzt, die ich nie benutze, weil das so ungeheuer ist. Das ist das größte Kunstwerk überhaupt, was passiert. Stellen Sie sich mal vor, ich könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen und Sie wären alle nicht nur erstaunt, sondern Sie würden also auf der Stelle umfallen. Sie wären tot und würden wiedergeboren, weil Sie Ihr Bewusstsein verlieren, weil es einfach zu wahnsinnig ist. Manche Künstler versuchen doch über die Grenze des überhaupt Denkbaren und Möglichen zu gehen, damit wir wach werden, damit wir für eine andere Welt so uns öffnen. Also, ich weiß nicht, ob das 5000 Wiedergeburten gibt, aber irgend sowas. Im Nu. Das ist unglaublich. Gibt es keinen Unterschied zwischen Kunstwerk und Verbrechen? Vielleicht, aber natürlich. Der Verbrecher ist es deshalb, das wissen Sie ja, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat ihnen auch niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen. Ich auch nicht. Also es ist in der Kunst nicht so schlimm. Aber was da geistig geschehen ist, dieser Sprung aus der Sicherheit, aus dem Selbstverständlichen, aus dem Leben, das passiert ja manchmal so poco a poco auch in der Kunst. Oder sie ist nichts. Jetzt war das ganz ernst auf einmal. Hat er mich hingebracht. Lucifer. Sind Sie der Musiker? Selbst Musiker? Nein. Ja. Ist es nicht ungeheuer, was mir da eingefallen ist auf einmal? Das ist ja irre. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre üben für ein Konzert und das muss es sein. Und dann weg. Oh. Schwere Kost. Schluck Wasser? Vielleicht. Ich muss ja gleich in den Saal, nicht? Ja, angucken, ob die Lautsprecher richtig sind. Ja, Habt ihr nicht was Lustiges? Das ist technisch, ja. Wir haben in Köln gespielt. Danke. Wie spät ist es überhaupt? Bestimmt ziehen wir durch, ne? Ja, dann müssen wir auch. Ja, machen wir Schluss jetzt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Pressekonferenz schließen muss, obwohl es unglaublich spannend ist. Zum ersten Mal mehr Fragen als Antworten sind. Und wie sagte Herr Ranske immer, nicht? Die Seelen betroffen sind vor offenen Fragen, alle Fragen auch. Ja, aber schreibt das nur nicht. Schreibt nicht ausgerechnet das, was wir am Schluss gesagt haben. Das muss ja nicht alles gleich multipliziert werden. Das ist ja blöd. Dann lieber
den Menschen helfen, dass sie die Musik hören, dass sie sich öffnen für neues Erlebnis. Es ist genug zauberhaft Schönes in der Aufführung. Und das macht es dann wieder gut, was man innerlich nicht versteht, was einen verwirrt. Oder sogar total den Verstand verlieren lässt, wie dieser Herr vorige Woche. Der lief raus, ich dachte, was ist jetzt los? Er hat es nicht kapiert. Ganzes Leben lang. Daran geglaubt, es muss ein Orchester sein, es müssen Instrumente sein, ein Chor sein. Und sagte, keiner spielt das. Nee, keiner. Wir haben am Dienstag und Mittwoch keine Abonnenten im Publikum. Mhm. Vielleicht kann das Ja, das ändert nicht viel, das ist ja eine formale Sache, nicht? Das ist ja egal. Na gut. So, vielen Dank, alles Gute. Ja. Also was da geschehen ist natürlich, jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen, das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. Est-ce que tu peux m'aider à... Das also Geister, Il faut sortir de... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, il faut que je... Commence ici. Il a... Voilà. Corrente, j'espère que... Ok. Alors vous avez entendu, c'est pas tout, hein, il y avait encore une partie, première partie. Alors, n'écrivez surtout pas ça, il a dit encore à la fin. L'indignation qui suivait était immédiate, planétaire si vous voulez, et prendra rapidement la forme de lynchage médiatique. Encore dans la nuit qui suivra, la sénatrice de Hambourg fait annuler le festival de musique avec les œuvres de Stockhausen. D'autres annulations se succéderont les jours et semaines à venir. Les membres de l'ensemble intercontemporain tentent à calmer le jeu, mais tout en exprimant un jugement apodictique sur la monstruosité de ces propos du compositeur. On reproche à Stockhausen l'indifférence à l'égard des victimes et de leurs proches, la fascination pour leurs assassins, la spiritualisation des pacotilles d'atrocités commises par les extrémistes religieux, l'éblouissement puéril au nom de l'art avec un grand A, devant un spectacle de destruction dont seule l'industrie hollywoodienne du divertissement avait jusqu'alors offert la jouissance esthétique, sans oublier l'ignorance crasse du contexte et des conséquences politiques, sécuritaires et militaires à l'échelle mondiale d'un tel massacre. C'est le verdict de Dousson dans son œuvre. Cette liste fait déjà apparaître en filigrane la ligne de faille de l'indignation générale. Les mass médias ne cessent de diffuser en boucle l'approche des avions et la collision avec les tours, provoquant un gigantesque incendie avec une épaisse fumée qui se détache devant le ciel bleu immaculé, provoquant ainsi auprès des spectateurs sidérés une jouissance esthétique hollywoodienne, avec une différence près, mais celle-ci insignifiante d'un point de vue esthétique, il s'agissait du vrai. La tempête s'est rapidement calmée. Stockhausen reçut par la suite de nombreux prix et distinctions jusqu'à sa mort, survenue en 2007. Alors, je vous propose donc d'analyser ensemble. Je vais faire, mais j'espère qu'il y a après encore des questions, ou des remarques, ou des échanges sur de nombreux points. Donc je m'intéresse à l'acte artistique et à ses aspects esthétiques, politiques et éthiques. Peut-être quelques remarques préliminaires. Il s'agit ici d'une conférence de presse, comme je l'ai dit, en amont de festival en honneur de Stockhausen, financé par la fondation Die Zeit, donc un journal de gauche, et le Sénat de culture de Hambourg.
Le nombre de journalistes présents était très limité. Je ne sais pas exactement, je pense à une dizaine peut-être, c'était pas plus. Et le caractère de l'entretien, vous l'avez entendu, c'est plutôt intime. Hein, donc on parle encore de foot à la fin. Donc alors Stockhausen ne faisait en aucun cas une déclaration de principe. C'était même pas prévu de parler des attentats de New York. C'est un peu par hasard qu'on aborde à la fin encore cette question. Donc l'interview dure à peu près 12 minutes, donc ensemble, et commence par des questions tout à fait banales. Disons banales, c'est un peu des questions de journalistes. Il demande le motif de Stockhausen de venir à Hambourg. Il parle des difficultés techniques et technologiques pour jouer cette musique de cycle monumental Licht. Et on parle des magnétophones de l'époque, des années 50, on parle de l'évolution technique, de l'acoustique, hein, on est dans des questions très très techniques. Un journaliste souhaite avoir des précisions sur l'espace, ça c'est déjà intéressant, et donc dans l'espace où se déroule la musique de Stockhausen, et un débat sur l'architecture, la spatialité s'engage. Vers le milieu de l'interview, les questions s'orientent vers la mission du compositeur. Donc, ça devient intéressant. Êtes-vous architecte? Êtes-vous compositeur? Étant compositeur, êtes-vous architecte? C'est la question d'un journaliste. En réponse, Stockhausen compare sa musique à l'architecture d'une cathédrale. Il parle de la grande œuvre. À ce moment-là, on devrait s'arrêter un moment pour réfléchir sur la notion d'œuvre d'art chez Stockhausen. On comprend que pour lui, le concept d'œuvre d'art dépasse largement ce que j'appelle l'œuvre-objet des 18e, 19e siècles, c'est-à-dire une œuvre délimitée, esthétisée et insérée dans un contexte de réception. Un musée, une salle de concert. Pour Stockhausen, l'œuvre est sans limite. Elle s'étend potentiellement jusqu'aux confins du cosmos. Ce n'est pas du tout nouveau. Je vous rappelle que déjà, pour Schoenberg, donc dans la première moitié du XXe siècle, cette idée qu'on ne peut pas limiter l'œuvre d'art est déjà présente. Donc je vous donne ici un texte d'Arnold Schoenberg des 4 morceaux pour chœur, opus 27. Donc le texte est de Schoenberg, écrit en 1923. Donc c'est à peu près la même période où il présente la composition dodécaphonique. Et vous voyez, ne te fais pas d'image, car une image restreigne, limite, encadre ce qui devrait rester illimité et inconcevable. Une image demande des noms, là aussi mettre un nom dessus, c'est-à-dire identifier. Tu ne pourras le chercher que dans le petit, n'adore pas le petit. Tu dois croire en l'esprit, c'est une dimension spirituelle chez Schoenberg, très important, inéluctable, insensible et désintéressé, tu le dois élu. On entend aussi dans son retour au judaïsme, avec tout ce qui est élection, évidemment. Tu le dois pour le rester. Il va continuer cette réflexion dans son opéra Moïse et Aaron, effectivement, là dans un contexte beaucoup plus religieux, au moment de la montée en puissance du nazisme dans la fin des années 20 et 30. Mais restons ici. Donc, pour Stockhausen, donc l'œuvre d'art est donc aussi illimitée. Et cette extension de l'œuvre s'opère dans plusieurs dimensions. Vous avez l'augmentation de la durée qui est un aspect. Le cycle Licht-Stockhausen, donc écrit entre 1984 et 2003, donc il n'était pas encore achevé au moment où il fait ses propos. Donc avec ces 7 parties, je l'ai dit, dure 29 heures. Il est censé de représenter la totalité du cosmos à travers une série de mythologies. Il y a la mythologie biblique, mais il y a aussi d'autres.
L'extension de l'œuvre d'art chez Stockhausen concerne aussi la spatialité. Comme je vous ai dit, Stockhausen avait conçu pour l'exposition à Osaka en 1970 une salle de concert en forme de sphère où il y installe 50 sources sonores haut-parleurs. Et au milieu, il y a donc les auditeurs. Ça fait que il n'y a plus, vous connaissez peut-être le texte qu'on trouve aussi chez Arnold Schönberg, c'est le ciel de Swedenborg de Sérafita de Balzac, où vous avez, je le cite d'après Arnold Schönberg dans sa composition avec 12 sons, The unity of musical space demands an absolute and unitary perception in this space, as in Swedenborg's heaven, described in Balzac's Sérafita, there is no absolute down, no right or left, forward or backward. Donc c'est cette idée d'un espace total, d'une certaine manière. Sur le plan thématique, on constate aussi que Stockhausen tente à intégrer la totalité des thèmes et idées et mythologies. Par exemple, dans Stimmung, une œuvre de 1968, il utilise plusieurs formules incantatoires de plusieurs religions du monde, de christianisme, judaïsme, bouddhisme, aztèque, aborigènes, etc. Donc là aussi, cette idée, pas un mythe, pas une mythologie, mais tous les mythes possibles, qui forment un total, certainement, un tout. Ou dans l'œuvre Hymne, écrit dans fin des années 60, il utilise 40 hymnes nationaux, plus encore l'international et le Horst Wessel Lied nazi, chant nazi, où tout est transformé, et là aussi, pour passer un message de paix, d'universalité, alors quasiment tous les pays sont représentés, ou toutes les idéologies, même gauche et droite, si vous voulez encore, avec ces deux musiques. Voilà. Et le cycle Licht combine le récit biblique de la création du monde avec la version miltonienne du paradis perdu, avec d'autres mythes, d'autres religions, afin d'en faire une sorte de super mythe, un mythe total. On constate donc que Stockhausen a l'intention de créer une œuvre totale, mais un terme qui n'est pas identique avec le Gesamtkunstwerk, l'œuvre totale de Wagner, bien évidemment. Parce que cette dernière de Wagner veut intégrer en son sein la totalité ou la pluralité des expressions artistiques, musique, langage, gestes, images, etc., alors que l'œuvre totale de Stockhausen représente elle-même la totalité possible, ou devrait le représenter. On comprend donc mieux pourquoi Stockhausen, à la question s'il avait un message à passer, répond aux journalistes « Oui, écrire de la musique spatiale, écrire de la musique électronique, écrire de la musique scénique nouvelle, oui. » Notons aussi que le terme « Raummusik » donc est ambigu, un peu comme en français aussi, musique spatiale, c'est à la fois l'espace musical, mais aussi l'espace du cosmos, donc ça pourrait être les deux. Or, ce concept ne suffit pas encore pour comprendre les propos qu'il a tenus dans cette interview à Hambourg. Je propose donc de suivre l'interview. Il aborde donc la question de la culture pop, et soudain, donc, un journaliste demande si le compositeur n'avait pas envie d'écouter une fois la totalité de Liszt, parce qu'on a juste présenté des extraits. Et qu'est-ce qu'il répond? Donc, il dit oui, mais pour cela, j'aurais besoin d'une autre perspective et d'une autre planète. Et il ne s'agit pas de plaisanterie ici. Stockhausen ouvre ici la discussion à une dimension spirituelle, une spiritualité radicale. Le compositeur revient après sur ces questions, et là vous voyez qu'il introduit donc ces personnages
bizarre. Vous avez entendu parler de Lucifer à un moment donné. Vous avez peut-être demandé pourquoi il parle maintenant de Lucifer. Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est... mais non. Alors, donc, il parle ici donc de Lucifer, de Saint-Michel et d'Ève. Et vous voyez la réaction des journalistes. Pour vous, il s'agit donc plutôt des personnages d'une histoire culturelle commune. Hein, on essaie de le rentrer dans un sens normal. Donc, il dit non, non, non. Ou bien c'est une manifestation matérielle pour vous. Elle dit non, non, je prie tous les jours Michel, mais non Lucifer. Alors ça, je me le refusais. Mais celui-ci est assez présent à New York ces jours. Ah oui. Et maintenant commence la partie que nous avons. Disons, le journaliste dit encore, maintenant le nom est là, New York. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même face à ce qui s'est passé là? Elle dit, maintenant il faut que vous changez complètement votre cerveau. Et ça commence. Hein. Nous sommes là, à ce moment-là, charnière, où il parle de sa composition et soudain il tourne. Donc, c'est intéressant parce que le journaliste... non, attendez, j'ai déjà dit. Le cycliste, comme d'autres œuvres de Stockhausen, est basé sur une sorte de religion un peu particulière. Donc, le livre de Durantia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement qui s'est développé aux États-Unis. Vous avez là le symbole, ces 3 cercles bleus, et vous avez le Durantia Book. C'est un livre qui a été écrit par un prédicateur adventiste américain, William Samuel Sadler, que vous avez ici la photo, très probablement dans les années 1930. Le livre a été entre-temps traduit dans beaucoup de langues, aussi en français, mais n'était pas encore traduit à ce moment-là en allemand. Stockhausen l'a lu probablement aux alentours de 1971 et se servira pour ses compositions. Selon le livre Durantia, il existe des millions d'univers parallèles et l'univers local dont fait partie notre Terre est appelé Nébadan. Il est créé et gouverné par Michel, hein, donc, mais qui n'est pas un ange, donc un archange, comme dans la tradition chrétienne ou musulmane aussi, mais il est un des quelques 700 000 fils de Dieu. Donc il n'y a pas seulement Jésus comme fils de Dieu, mais il y a 700 000 fils de Dieu. Un, c'est Michel, et il s'incarne en Jésus-Christ. Hein, donc Jésus-Christ est l'incarnation de ce Michel, et la mission de Michel ou Michael est de s'opposer à et de vaincre son adversaire principal qui est Lucifer. Donc c'est l'incarnation du mal. Vous avez compris, c'est un amalgame de plusieurs religions. Il y a du bouddhisme là-dedans, il y a l'islam, taoïsme, judaïsme, hindouisme, shinto, confucianisme, c'est un peu tout. Et tout un peu agrémenté avec la théologie adventiste. Donc, mais je vous épargne les détails de cet ouvrage, mais juste pour faire comprendre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'usage que fait Stockhausen maintenant de ce système religieux pour, donc dans cette interview. Pour Stockhausen, les attentats du 11 septembre relèvent de l'œuvre de Lucifer. Donc, c'est lui qui était à New York. Ce dernier, donc, est dans la mythologie un ange déchu, l'incarnation du mal suprême. Mais maintenant, on peut se demander, mais pourquoi Stockhausen semble ressentir une sorte d'admiration pour ces crimes odieux, au moins ce qu'on lui reproche? Parce que il y a, selon le compositeur, une analogie entre l'acte de création, destruction violente dans ce système cosmologique et la violence de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art pour Stockhausen, nous l'avons vu, n'est pas une œuvre à objet apprivoisé et délimité, mais une expérience fondamentale, quelque chose qui est incommensurable, sans limite, qui a un pouvoir performatif. L'œuvre d'art dépasse tout
et transforme complètement. Dans l'interview de Hambourg, après avoir mis en parallèle les attentats et sa propre création artistique, Stockhausen continue ses réflexions, et je reprends encore ces paroles que nous avons déjà vues. C'était une explosion, comme pour les gens. Donc il parle maintenant de sa création Liszt, de son œuvre Liszt. Donc ça, c'était une explosion pour ces gens. Comme cette explosion à New York, ça fait boum, dans les deux cas. Et j'ignore, moi que compositeur, si eux, ça veut dire ces spectateurs, sont maintenant ailleurs. Encore de l'analogie, comme les victimes qui sont projetées quelque part, on va encore revenir sur ça, mais donc il y a des choses, etc. Vous connaissez le texte. Et il dit, certains artistes essayent de franchir la limite de ce qui est de l'imaginable et du possible afin que nous nous réveillions, que nous nous ouvrions à un autre monde. Alors je ne sais pas s'il y aura 5000 de résurrection, ça veut dire pour sa propre création, mais quelque chose de ce genre, ça se passe en un seul instant. C'est incroyable. Alors, faisons un moment abstraction du dérapage éthique de telle comparaison. L'acte artistique devait être capable de transformer le sujet, l'auditeur, le spectateur, le lecteur, et plus cette transformation sera puissante, efficace et totale, plus grande et plus parfaite est l'œuvre d'art. Vous voyez ? N'est-il pas la plus grande transformation possible pour un être humain de mourir? Il ne s'agit là pas de descendre dans la rue et abattre quelqu'un, comme le disait André Breton dans le second manifeste du surréalisme. L'acte surréaliste le plus simple a été de descendre dans les rues. Non, il s'agit ici de l'ultime performativité de l'œuvre d'art, la transformation totale. Précisons que pour Stockhausen, cette transformation violente, la mort, n'est nullement un anéantissement. Il parle de résurrection, carrément. Donc, ce n'est pas une destruction de ces œuvres, de ces 5000. Il parle toujours de 5000. On n'était pas encore sûr à ce moment-là combien de victimes il y a. Aujourd'hui, on sait que c'était 3000. Mais juste pour préciser cette différence entre chiffres. Alors, il faut bien lire le texte. Écoutez, les commentateurs de l'interview, pareil chez Dousson, ils se sont rarement attardés sur le terme résurrection. Pourtant, Stockhausen insiste, les victimes des attentats sont projetées dans la résurrection. Le terme allemand qu'il utilise est d'ailleurs assez parlant. Il dit « in die Auferstehung gejagt ». Et ce verbe « jagen » veut dire littéralement « chasser », mais ça peut aussi dire « exploser », « déloger », « transporter ». Donc « in die Luft jagen », donc « faire sauter », en fait. Donc il y a toute une ambiguïté sur ce terme qu'il utilise. Donc, d'une part, cette résurrection, entre guillemets, renvoie à un système religieux. C'est clair, c'est ce système d'Urantia selon lequel les humains connaissent une migration d'âme, une sorte d'ascension spirituelle où ils sont renés sur une autre planète. Stockhausen affirme d'ailleurs lui-même qu'il est originaire du planète Sirius. Donc, nous restons donc là, évidemment, dans un domaine trop spéculatif pour entrer en jeu. Ce qui m'intéresse, c'est un autre point. L'analogie existant entre cette résurrection et la transformation produite par l'œuvre d'art. Relisons les propos de Stockhausen. Ce sont donc des gens qui se concentrent autant sur ce seul but, sur ce seul spectacle, et puis 5000 personnes seront projetées dans la résurrection en un seul moment. Donc, ce qui arrive aux victimes, et j'insiste sur ce terme victime, car c'est la réalité, est donc assimilé à un spectacle.
ici chez Stockhausen. Donc c'est la même chose que fait aussi Stockhausen en tant que compositeur avec ses auditeurs, sauf que ces derniers ne perdent généralement pas leur vie. L'expérience dans les deux cas serait donc similaire, une soudaine transformation totale et irréversible en un état radicalement différent en un seul moment. L'aspect religieux est évident, hein, et donc moi, en tant que théologien, je peux m'empêcher à penser à ce verset biblique où l'apôtre Paul dit, nous serons, quand il parle de la résurrection, nous serons transformés en un instant. Hein. Donc là aussi, 1 Corinthiens chapitre 15, il ne dit pas non plus, d'ailleurs. Stockhausen ne vise donc pas la force destructrice, mais la violence créatrice de l'acte musical. Je crois que ça c'est un point important. Hein. Sa puissance de transformation complète, la violence qui est violence. J'ai utilisé ce néologisme, c'est donc le psychanalyste Gérard Pirlo qui a parlé de ça en novembre dernier lors de notre colloque, qui a présenté cet néologisme qui m'a beaucoup impressionné, que l'œuvre de musique a une violence, hein, parce que ce qui est bio et viovis, c'est d'ailleurs étymologiquement la même racine. Hein, donc, alors, l'œuvre créatrice, c'est une violence d'une certaine manière, mais une violence créatrice, ici, violence. Stockhausen continue donc d'expliquer cette transformation qui est fondamentale pour son concept de l'artiste et de l'œuvre d'art. Il quitte désormais les événements du 11 septembre pour parler de ses propres expériences en tant que musicien. À la base de cette analogie, en ce qui est de la transformation totale, il déclare son incapacité de créer une telle œuvre. Hein. Il dit « Moi, je ne le saurais pas. Moi, je ne le saurais pas faire, comme les terroristes. Hein. Face à cela, donc à New York, nous sommes rien, nous, les artistes. Moi, compositeur, je suis rien en tant que compositeur. » Donc, il y apparaît clairement que pour Stockhausen, le rôle du compositeur, ou en un sens plus large de l'artiste, consiste à produire ces transformations de l'auditeur, de celui qui s'expose à l'œuvre d'art. Je souhaite m'abstenir de toute spéculation sur la nature de ces transformations. Stockhausen explique aux journalistes ce qu'il est arrivé, vous avez vu, à quelques spectateurs quand ils écoutent donc, le Freitag de Licht. Donc c'est cet homme qui entend les sons graves, etc. Ces femmes qui ne veulent pas croire que c'est possible d'écouter cette musique et tout cela. Ces exemples nous semblent banals, mais le compositeur Stockhausen est fermement convaincu que sa musique puisse transformer fondamentalement l'auditeur. C'était une explosion comme pour les gens à New York. Boum. Et j'ignore si elles, donc ces femmes, sont actuellement ailleurs, celles qui étaient du coup si choquées. Pardon, plus tard. On pourrait être dégoûté de cette analogie. Les spectateurs bouleversés par la musique de Stockhausen, les victimes des attentats projetées dans la résurrection, tout en même plan. Il y a certes un petit détail que le compositeur a négligé dans son raisonnement, et un journaliste le rappellera. Vous vous souvenez, n'y a-t-il pas de différence entre œuvre et crime, œuvre d'art et crime? Le compositeur hésite et dit d'abord peut-être, mais... Et puis il essaye de se rattraper en déclarant fermement « évidemment ». Or, l'explication qu'il donne est ambiguë. Le crime, dit-il, serait le fait que le public à New York n'a pas donné son accord pour participer au concert, que personne ne leur avait annoncé ce qui les attend. Cette affirmation semble invalider les propos de Stockhausen selon lesquels les attentats étaient la plus grande œuvre d'art qui ait été jamais réalisée. Les compositeurs se rendent compte
Lambert-Doussan, dans son analyse, va donc justement dans l'absence du consentement des victimes, donc du public, entre guillemets, la différence catégorique entre le crime et l'œuvre d'art. Or, selon Stockhausen, et ça c'est pour moi un problème chez Doussan, chez Stockhausen, aussi en salle de concert, les auditeurs n'étaient pas avertis de cette possible transformation. Donc c'est cette violence de l'œuvre qui surgit d'un coup. Ce vieux monsieur était choqué d'écouter ça. Personne n'a demandé son consentement. À mon avis, maintenant c'est mon analyse, le malentendu réside dans une confusion au sein de l'acte, respectivement artistique et criminel. La confusion entre matériaux et public. Lors de ces concerts, Stockhausen utilise toutes sortes de sons afin que s'opère par la violence des sonorités inouïes cette transformation existentielle auprès de l'auditeur, que ce dernier consente de se transformer ou non. Cette performance du matériau est totale, finalement tout pourrait devenir matériau, sauf le public, sur qui le matériau agit. Le matériau musical et le public resteront à tout moment séparés l'un de l'autre. Il est tout différent pour l'acte terroriste. En commettant les attentats de New York, les terroristes utilisaient les êtres humains comme matériaux. L'anéantissement de 3000 personnes était l'acte criminel. Stockhausen a tort de considérer les victimes des attentats comme le public, non consentant évidemment. Elles étaient le matériau du crime. Le public, c'est nous, sidérés et fascinés devant les écrans. À ce titre, les attentats étaient bien et bel un spectacle, car le spectacle est la substance du terrorisme. Là, nous revenons au plan esthétique. Les attentats étaient conçus, planifiés et exécutés avec la plus grande précision, afin de nous donner la représentation parfaite et ultime dont Stockhausen en fantasmait. Ce spectacle n'était en fin de compte que le point de départ d'une superproduction quasi hollywoodienne où se succédaient crimes et abjections les plus abominables qu'ils soient, l'axe du mal, les interventions en Irak, les prisons hors loi, l'officialisation de la torture, etc., etc., je l'ai déjà énuméré. Tout cela, mis en scène et diffusé par les mass médias, projeté sur nos petits écrans, où déferlent en même temps les productions cinématographiques de l'industrie du divertissement américaine. Un excellent exemple pour cet amalgame, j'ai presque terminé, tout est long, donc cet amalgame entre fiction et réalité, entre jouissance et épouvante, est l'usage qu'on a fait de la chanson d'Enya. La chanson Only Time a été écrite en 2000 pour le film Sweet September. Donc c'est un film c'était avant les attentats aériens, c'est un film un peu sentimental, quoi. La vidéoclip que Enya a produit avant les événements donc montre un décor automnal, tranquille, mélancolique, les feuilles mortes qui tombent, c'est un peu du kitsch, quoi. Mais tout cela ne connaissait pas de grand succès jusqu'au moment où la chanson a été ajoutée en 2001 à un nouveau clip sur les événements du 11 septembre, mélangeant les images vraies des attentats et une musique destinée à une production cinématographique. Ce clip estompe les frontières entre réalité et fiction et transforme les images en une sorte de produit artistique. Regardez juste peut-être 1 ou 2 minutes de ce clip, jugez vous-même ce qui se passe ici maintenant. J'espère que ça marche. Hop. Here you just saw the American Airlines Flight 11 as it slammed into the North Tower of the World Trade Center. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if you
just had another view of the second plane going in. Very difficult to tell what kind of airplane that is, but clearly the big high bypass, those big fat engines under each wing. Who can say what your heart says as your love flies only time? Je dois avouer que pour moi, ce clip est profondément obscène. L'esthétisation des images, je répète les vraies, la mise en scène des séquences, enchaînement, alternance entre photo et mouvement, le caractère sentimental de la ballade pop avec une musique tout à fait banale, on peut le dire. Mais curieusement, ce clip a été plébiscité par les masses, alors que les propos de Stockhausen en étaient jugés insupportables. Alors, pour conclure, donc c'est pas de cette façon que Stockhausen a interprété les attentats de New York. Il parle nullement de jouissance esthétique, c'est très important, car pour lui, l'œuvre d'art n'a pas vocation d'être belle, elle doit être parfaite et performante. À cet égard, nous avons vu, les attentats étaient le summum. La durée des préparations, le caractère emblématique des cibles, la précision des attaques, la synchronisation des événements, même les conditions météorologiques, tout était parfait. Et la performance se comptait en nombre de victimes et surtout en attention médiatique. On clique, on dirait aujourd'hui. Mais à ce moment se produit le malentendu, ou plutôt le mal entendu, car Stockhausen n'entend pas les cris de désespoir, de souffrance et d'horreur, il n'entend que la violence performatrice des sons. Ce qui s'est passé à New York était pour lui l'incarnation de tout ce que puisse produire les sons, en un clin d'œil, tout dont il a toujours rêvé durant sa vie d'artiste. C'est incroyable, conclut-il à la fin de ses propos. Mal entendu, y a-t-il également de la part de l'opinion publique qui, au nom d'un tout politiquement correct, avait aussitôt appelé au lynchage médiatique du compositeur sans écouter la véritable dissonance des propos de Stockhausen. Le compositeur, à leurs yeux, avait commis la faute impardonnable d'exprimer la fascination devant la monstruosité des attentats, technique, logiquement et esthétiquement abominablement parfait. Cette même fascination d'ailleurs qui nous tous hantera les mois à venir en regardant les images en boucle. Peut-on voir dans la réaction médiatique violente suite aux propos de Stockhausen un refoulement de notre fascination de la violence esthétisée? Je pense aussi à Enya et à cette musique. Le jour d'anniversaire des attentats en 2002, le célébrissime artiste britannique Damien Hirst fait une déclaration qui résonne comme un écho aux propos de Stockhausen. C'est quand même encore intéressant. Donc, il dit, donc un an après, bon, vous l'avez, la traduction aussi, elle est d'origine en anglais, ce qui est du 11 septembre, c'est qu'il s'agit au fond d'une sorte d'œuvre d'art d'un genre à part. Donc, an artwork in its own right. C'est mauvais, mais cela a été conçu pour ce genre d'impact. C'était visuellement sophistiqué. Vous devrez le leur reconnaître en certain sens, car ils ont réussi quelque chose que personne n'aurait pu s'imaginer, en particulier contre un pays si puissant que les États-Unis. D'une certaine manière, il faut les féliciter, ce que beaucoup de gens redoutent, étant donné que c'était une chose très dangereuse. Donc, voilà, reste donc à répéter ce qui est au cœur de la polémique autour de Stockhausen au lendemain des attentats. Dans l'acte criminel ou terroriste, la violence est le crime. Dans l'acte artistique, la violence n'est jamais l'œuvre d'art elle-même. Voilà, j'ai terminé. Merci.
Alors, je propose seulement une chose, donc si vous avez des questions, ce que j'espère, donc c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon. Jusqu'à 17h30, hein. Jusqu'à 17h30. Ok. Très bien. Et éventuellement de venir les poser ici, parce que bon, l'ordinateur sans doute capte aussi votre voix, mais là-bas, non. Hein, mais ici, Sinon, donc, non, c'est pas nécessaire de bon. les tourner, Ok. c'est omnidirectionnel. Alors, il y a toutes des questions, des réactions, voilà. Alors, moi j'ai quelque chose à dire, hein, si vous voulez répondre, je le dis tout de suite après, je le mettais pour toujours. Là ça m'entendra, oui, d'accord. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant et donc très riche. Alors, bon, Stockhausen, on sait, non, c'est un grand visionnaire, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup et qui a révolutionné notre manière d'écouter, de voir les choses. Bah, il me semble tout simplement que ce qu'il dit est faux. Et il est fou aussi, hein, parce que, et quelque part il est fou parce qu'il est faux. Parce que donc sa phrase au fond hein, est très élémentaire, non, et très iconique. C'est la plus grande œuvre d'art jamais conçue, jamais réalisée. Je pense que le problème n'est pas vraiment dans ces cas le fait que le 11 septembre, cette action est une œuvre d'art. Je ne sais pas s'il avait imaginé ces spectacles de représentation, parce que là, après, sur ce thème, on peut te suivre, c'est-à-dire, on est d'accord, il est devenu effectivement un spectacle de représentation. Mais lui, il avait en tête sa propre création. Et comme tu l'as justement expliqué, c'est le fait de dire « je voudrais avoir un impact aussi fort qu'il a eu cet événement-là ». Autant dire, bon, l'œuvre d'art est aussi violente qu'un événement tellement fort et tragique qui s'est produit en un seul instant et a eu des conséquences aussi grandes, aussi énormes. Mais au fond, l'ambiguïté dans sa phrase, ce n'est pas tellement le fait que c'est le 11 septembre, il me semblait que ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire n'est pas que le 11 septembre est une œuvre d'art, mais plutôt comme dire que son œuvre d'art voudrait avoir un impact aussi fort, à la limite aussi violent. Il a cherché après de se racheter un peu en disant, comme dire, au fond, tous ces gens sont ressuscités, sont passés à un autre monde. Je voudrais faire passer les gens, les auditeurs, à un autre niveau également. Un peu comme on fait beaucoup de ces œuvres qui ont révolutionné entièrement notre manière d'en parler. Mais il me semble que, alors, tu as fait bien à dire qu'il y a malentendu, mais le premier malentendu, au fond, et ça c'est juste, c'est un peu lui qui l'a engendré. Et ça c'est tout simple, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est l'idée qui me vient à écouter ce que tu viens de dire et surtout ces phrases. Et après, ma petite question est, est-ce qu'il a jamais regretté ou il s'est excusé pour ce qu'il a dit ou il n'a fait aucune déclaration suite, disons, à la polémique qui a eu lieu après ces déclarations? Merci. Merci. Je commence peut-être avec la deuxième question parce qu'elle est très simple. C'est très simple à répondre. Oui. Il a quelques jours après les attentats, il a donné une interview en anglais où il s'est excusé, où il a déclaré qu'on aurait mal compris ces phrases, qu'on a tiré du contexte, isolé, etc. Mais c'est un peu calmer le jeu, donc c'est un peu un rituel quasiment. Moi, je pense, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il faut aussi étudier un peu les discours. Si on avait demandé à quelqu'un, après les attentats, qu'est-ce que vous pensez des attentats à New York, il y avait une seule réponse. C'est monstrueux, je ne peux pas m'exprimer, mes pensées sont avec les victimes et avec leurs proches. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Sauf, ça a aussi existé, hein, donc les Palestiniens ont dansé dans les rues, hein, donc après ces événements, hein, donc ils étaient super contents que quelqu'un a défié cette superpuissance. On peut le comprendre dans le contexte, même si 3000 victimes est un peu beaucoup pour cette liesse.
Mais, bon, mais alors, moi je pense, maintenant, je reviens à la question qui est beaucoup plus complexe, c'est celle, est-ce qu'il y a un malentendu? Je pense tout d'abord, il y a une analogie, et je parlais de l'analogie. Je crois que c'est le terme important, parce que Stockhausen, s'il veut vraiment dire, c'est vraiment, les attentats étaient vraiment une œuvre d'art. Peut-être tu as raison, il ne voulait pas le dire, mais de toute façon, il y a ce qu'on appelle le tertium comparationis entre les deux, forcément. Et donc, il y a quelque chose qui existe dans les deux cas, c'est donc cette transformation totale. Donc, on peut peut-être dire, il a beaucoup plus dit sur sa conception, ce que c'est une œuvre d'art, selon lui, que quelque chose sur les attentats. Mais curieusement, et je trouve là, à la fin, quand nous étudions ce qui s'est vraiment passé, tout cet aspect médiatique donc, de ces images, il y avait vraiment un spectacle, et c'était vraiment une sorte d'œuvre d'art. C'est pas le même type d'œuvre d'art dont Stockhausen a parlé, là je te rejoins, mais il y avait une production quasiment hollywoodienne ici. Et nous tous, nous avons fait partie de cela. Vous avez vu, je vous montre ce vidéo, moi je suis choqué de ce vidéo, profondément choqué, et je trouve effectivement obscène. Parce que ce sentimentalisme, j'ai mal quand je reçois des émotions quand j'entends ces chansons. Ça me fait mal que moi je ressens quelque chose en regardant ces images. Je trouve ça profondément obscène. Et donc je crois, donc curieusement, il se produit quelque chose après. Dont il n'a pas du tout parlé, ça veut dire que ces attentats sont vraiment devenus une œuvre d'art d'une manière, ou disons une production hollywoodienne qui est aussi un objet d'art, donc un objet artistique. Donc, alors, comme ça je veux dire, oui, tu as raison, et non, j'insiste quand même sur le fait que ces propos méritent d'être analysés, parce que si c'était juste un fou qui parle de sa propre création, on aurait pu dire, bon, c'est comme ça, il est Stockhausen, ça ne mérite même pas de l'écouter, mais je crois que c'est vraiment intéressant, et ça c'était un peu mon intention. Il y a une question? Sinon, voilà, une réaction, c'est par rapport à... Voilà. Par rapport à ce qu'il dit des auditeurs qui ont été choqués de Freitag aus Licht et qui viennent lui dire mais alors il n'y a pas d'orchestre, mais alors ces sons absolument incroyables, des sons très graves, ces sons... ce qui est latent, c'est ces sons de guerre. Ce sont des auditeurs, ils sont des personnes âgées, donc des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont connu en Allemagne, on est à Hambourg, peut-être pas, qui n'étaient pas à Hambourg pendant la guerre, mais enfin ils étaient en Allemagne, ils ont connu effectivement ces bombardements effroyables. Et ça renvoie à une question, c'est la place de la violence dans l'esthétique de la création de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'il peut y avoir chez Stockhausen, qu'il peut y avoir aussi chez Xenakis cette fameuse image sonore archétypale de la manifestation dispersée qui est à la racine de toute une série d'œuvres, c'est-à-dire le fait de passer d'une structure d'ordre à une structure de désordre, c'est-à-dire c'est la manifestation, les gens qui défilent, qui crient des slogans, et puis tout d'un coup on leur tire dessus, et puis ils courent dans tous les sens, ils crient, il y a des blessés, il y a des morts, etc. Et il y a quelque chose qui est frappant chez un certain nombre de créateurs de cette génération-là, c'est la rémanence de la guerre, de la violence destructrice qui revient et qu'on trouve d'ailleurs dans Licht, chez Stockhausen, quand par exemple, en particulier dans la mise en scène qui a été faite à Bâle il y a quelques années de Donnerstag aus Licht, qui est mise en rapport avec sa propre histoire, avec le suicide de sa mère, la disparition du père sur front de l'Est, etc. Et j'allais dire le retour du refoulé, c'est ce que vous avez dit au début de
de votre intervention, elle est présente dans cette création et c'est tout à fait intéressant de voir dans l'évolution de la création musicale le fait que l'avant-garde, en fait, à partir des années 80, on est passé vers, il y avait la nouvelle complexité, mais il y avait aussi la nouvelle simplicité. On passe à une création artistique beaucoup plus soft, entre guillemets. Est-ce que c'est pas parce qu'on s'éloigne qu'on a des créateurs qui n'appartiennent plus à cette génération qui a vécu le traumatisme de la guerre, de la violence, du type 11 septembre, enfin les bombardements des grandes cités allemandes, c'est comparable. C'est très intéressant. Alors la piste, qu'il s'agit des personnes âgées qui ont éventuellement encore un souvenir de ce bombardement. Hein, donc, ça peut être ça. Donc, Mathieu Guillot a fait une conférence sur le largement des bombes atomiques, où aussi là, comment représenter ça, et c'est effectivement aussi toujours ce son qui, des aigus, tombe vers les graves, et donc un boucle infini en fait. Et si vous avez déjà entendu ce bruit que fait une bombe quand elle tombe, hein, donc ça peut expliquer ce qu'on appelle ce German Angst en anglais, qui est de nouveau actuellement en Allemagne là avec le virus. C'est en fait oui, mais ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est la deuxième partie de votre question, de votre intervention. C'est le rapport entre la création artistique et la violence. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus spécialiste de cette période contemporaine que moi. J'ai beaucoup travaillé sur la première moitié du XXe siècle, notamment, disons, aussi déjà dans ma thèse, c'était sur Schoenberg. Mais je ne sais pas si éventuellement une jeune génération qui n'a plus connu ces bombardements se positionne différemment par rapport. C'est une piste à exploiter, mais vous avez quand même absolument raison, parce que pour moi, la question de la violence, on la trouve déjà en principe, comme l'a montré un collègue dans cet ouvrage collectif sur la violence en musique, dans l'Ars Nova. Mais on le voit aussi très bien, par exemple, vous connaissez les caricatures sur Wagner. Donc Wagner, on scie les oreilles, on dit ce que font les Ottomans sur le Balkan en massacrant les pauvres Bulgares. Lui, il le fait dans la salle de concert. Là, vous voyez déjà le rapprochement entre le terrorisme d'État, si vous voulez, et la musique, la violence. Donc il y a là déjà la musique de l'avenir. La musique de l'avenir, c'est une mise en scène de la violence. On la voit très bien, en scie, en fouette, je ne sais pas, les caricatures sont très parlantes. Et donc je crois, au-delà de la question de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements, des traumatismes en fait qui sont tout à fait réels, il y a encore cette violence consubstantielle, d'une certaine manière, à la création musicale. Et cette violence qui est créatrice, hein, donc cette violence comme l'adolescent dans la puberté, donc il ressent dans son corps une violence, ça pousse et ça fait mal, mais c'est créateur, puisque il va mûrir, il va grandir, il va devenir un adulte. Donc, je reviens sur ce que Pirlo disait, hein, notre psychiatre l'année dernière, et je trouve ça, on trouve évidemment ça aussi dans la création musicale. Donc, pour moi, c'est une question qui va beaucoup plus loin que juste maintenant la seconde moitié du XXe siècle. C'est une question de la création, au moins en Occident, hein, donc. Après, ça devient plus compliqué. Mais tout ce qui s'appelle musique nouvelle, Ars Nova, Neue Musik, Kinder lasst uns Neues schaffen, etc., partout, donc ce nouveau, hein, donc ça rencontre des résistances, puisque c'est une forme de violence. Et j'ai juste insisté, pour revenir à Stockhausen à la fin, peut-être l'acte artistique est une violence, mais jamais la violence est une œuvre d'art.
il faut bien insister sur les deux. Hein, donc, parce que là, sinon, on est dans le malentendu complet. Question, réaction. Ne soyez pas timide, hein. À quoi avez-vous été surtout sensible, enfin, par rapport à... Voilà, parce que comment vous relisez maintenant ces propos de Stockhausen, remis en perspective Alors sinon, j'ai une ultime question. Il dit Geister, vous avez traduit fantôme. Est-ce qu'il y aurait d'autres traductions possibles? Et ce que vous dites après, quand il dit, en fait, celui qui est à l'œuvre à New York le 11 septembre, c'est Lucifer. C'est Lucifer et Geister. Alors, c'est des esprits. Est-ce qu'il les désigne? Parce que évidemment, voilà, moi, Benassa et ses comparses sont morts. Ou est-ce que c'est une notion plus spirituelle? J'ai beaucoup réfléchi sur la traduction de ce terme et je suis pas d'accord. Je suis en distance avec Toussaint qui traduit avec Geister. Mais il faut quand même dire entre parenthèses, il y a 2-3 points où il n'a pas compris le texte allemand. Hein, donc il y a vraiment des schwere Kost par exemple. C'est lourd, etc. Ça, il n'a pas compris. Donc, mais ce sont des détails. Mais là, alors Geister, en fait, le problème, c'est que nous avons en français plusieurs termes pour traduire Geister. Vous avez dit fantôme, esprit, qu'est-ce qu'il y a encore mais le problème, c'est... moi, j'ai carrément pas retenu esprit parce que je pense que esprit, on est là trop proche aussi de cet esprit créateur, Saint-Esprit ou esprit dans le sens commun, donc avoir de l'esprit, etc. Et avec les fantômes, on est dans un demi-monde, quelque chose dans l'obscurité où mais c'est vrai, hein, donc on pourrait en discuter. Hein, donc c'est ma proposition tout simplement. Hein, ouais. Voilà. Non, moi je pense aussi pour vous, je ne sais pas. Donc pour moi il y a plusieurs questions qu'il faut là où on pourrait encore réfléchir. Je trouve notamment aussi le dernier point sur la question de la jouissance esthétique. Et l'horreur, une question extrêmement intéressante, parce que du coup, nous, disons, bon, moi j'étais un témoin d'une certaine manière à l'époque, parce que j'étais vraiment, on m'a appelé dans mon bureau, j'ai travaillé, quelqu'un m'appelle, regarde à l'ordinateur ce qui se passe. Et on avait vraiment l'impression qu'on était dans un film. J'ai regardé ça c'était là dans mon bureau, l'université, je me suis dit, c'est pas vrai, est-ce que c'est une production hollywoodienne, quoi? Et je crois, nous sommes donc des complices d'une certaine manière, nous sommes devenus des complices aussi par cet aspect médiatique des images. Et pour moi, je trouve intéressant aussi par rapport à ce que Stockhausen dit, réfléchir sur cette jouissance esthétique qu'il n'apporte pas. Et l'œuvre, qu'est-ce que c'est vraiment l'œuvre d'art ici, dans ces actes? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais ça, c'est juste encore des pistes à continuer à réfléchir. Je n'ai pas trop dit là, sur ce point-là. Peut-être une question de fond, ça peut être aussi, d'ailleurs, assez débattue dans le débat analytique dans des temps récents, mais bon, la question est plus ancienne. C'est-à-dire, en général, les rapports entre esthétique et morale, non, si on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'une œuvre, surtout quand on parle d'œuvre d'art, parce que l'esthétique peut être quelque chose de plus large, si on veut. Mais est-ce qu'il y a la possibilité pour l'esthétique de s'abstenir en quelque mesure d'un jugement moral? Parce que bon, on connaît bien, comme dire, les thèses de Kant sur un certain
désintéressement qui caractérise si on veut, l'attitude esthétique. Hein. Mais à la fois, comme dire, on peut dire, si on imagine certaines œuvres d'art qui ont des contenus à l'intérieur, qui ont aussi un aspect moral, est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction de ça? C'est vrai qu'une expression artistique comme la musique peut plus facilement s'abstenir, si on veut, des contenus, disons, au moins à l'apparence, hein, comme ça, on peut imaginer que c'est pas un morceau une œuvre de Mozart n'a pas forcément un contenu moral immédiat, si direct. Par contre, un roman, c'est plus difficile de faire abstraction de ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'il existe aussi un défaut esthétique qui vient d'un défaut moral à l'intérieur? C'est-à-dire, on dit quelque chose qui n'est pas juste, qui est mauvais, est-ce que ça peut fonctionner quand même esthétiquement? Donc ça, c'est un débat, hein. Je n'ai pas là la solution, mais pour dire, disons, il me semble que cette discussion va un peu dans cette direction, c'est-à-dire contenu moral ou éthique. Hein, si très intéressant. J'espère qu'on aura quelques réponses pour notre colloque en octobre quand on parle de l'engagement justement donc en art. Dans le théâtre, ça se pose différemment évidemment que dans la musique, mais moi je vais surtout aussi parler encore sur ce colloque sur la question d'une sorte d'herméneutique de l'acte musical au moment où il y a spectacle, donc pas seulement parler de l'œuvre elle-même, donc, mais aussi de tout ce contexte qui se fait, la salle de concert, le musée, le happening. Donc, alors là, tu as parlé d'une musique de Mozart, tout dépend de l'usage qu'on fait de la musique de Mozart. Hein. Donc, la musique de Wagner, bon, Wagner était aussi antisémite en plus, mais l'usage qu'on a fait pour les grandes messes nazies, donc c'est en fait là la musique n'était plus innocente du tout, hein, donc elle a complètement perdu sa neutralité. Et je crois aussi, on a très bien vu pour ce vidéoclip, ce vidéoclip qui est à l'origine accompagné un film, c'est une histoire de couple dans le film relativement banal, et donc c'est un peu sentimental, un peu kitsch, c'est une balade pop, quoi, comme il y a des centaines et des milliers. Et maintenant le voir, donc l'usage qu'on a fait, donc c'est même pas elle, je crois, elle a dédié Kenya aux victimes, mais elle n'a pas produit ce vidéoclip. Et là, ça devient problématique. Il y a une certaine jouissance, pour la notion de jouissance, c'est-à-dire qu'il y a cette jouissance quand on écoute une balade sentimentale et qui est juste à poser sur effectivement des images d'horreur. Et les sons réels, il y a encore le son originel donc oh my God, il y a tous ces sons, et ça c'est horrible qui se produit entre. Ouais. Ah oui, et l'image de CNN. Cette réponse entre les deux qui est obsèque. Ouais. Mais si on veut l'utilisation qu'on peut faire de la musique, c'est une question effectivement. Après, disons, les contenus moraux d'une musique, parce que la musique peut aussi suggérer un certain comportement à un autre, c'est différent, c'est une autre question. Parce que je veux dire, ce que tu dis est très juste, mais c'est valable même pour une phrase du langage. Tu as justement mentionné la phrase la plus célèbre, Arbeit macht frei, qui au fond est une belle phrase, disons en soi. Et elle n'a pas un contenu négatif. Elle devient terrible, horrible, parce qu'on pense pourquoi elle a été utilisée. Ce qui prime dans ces cas-là, justement, c'est les contextes d'utilisation de la phrase et qui fait d'elle une phrase terrible. Alors on peut se dire, bon, la musique également, hein, si justement est conçue dans son contexte, et on voit pour quelle fonction elle a été utilisée. Et dans ces cas, si on veut... là, donc, la question, il me semble que c'est vrai que l'aspect performatif est important chez Stockhausen, mais
bon, il pensait vraiment à la création comme œuvre, je pense. C'est-à-dire, je voudrais imaginer une œuvre qui est capable de secouer l'auditeur à tel point qu'il lui fait perdre tous ses repères, un peu comme cela est arrivé quand on a vu ces spectacles terribles. Je pense qu'un peu la suggestion a été... Oui, mais avec la différence que, je l'ai vraiment souligné, que les victimes, c'était pas le public. Selon Stockhausen, les victimes, c'est le public ici qui va au concert, ça veut dire, et dans la tour ou dans l'avion qui s'écrase. En réalité, c'est le matériau de cette mise en scène sinistre, en fait. Ça, c'est la différence. Et je crois, là, il y a un dérapage, là, il y a, épistémologiquement parlé, la faille, effectivement. Et ça, je n'ai pas trouvé chez Dousson, par exemple, dans son œuvre. Il essaie tout simplement de montrer pourquoi cette métaphore, ce parallèle ne marche pas. Mais pour moi, tout est là, finalement. Hein, tout est là. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.